Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 1er mars 2025, début de l'année 2025. Et c'est assez particulier parce que logiquement, l'élection présidentielle 2026 du Congo, d'après les lois et règlements de la République, devrait se dérouler entre le 7 et le 17 mars 2026. Et je crois que ça devrait se dérouler entre le 8 ou le 15 mars 2026. Donc, nous sommes pratiquement à un an et quelques jours de la tenue de l'élection présidentielle. Bref, nous n'allons pas nous pencher aujourd'hui sur la gouvernance électorale. Nous avons choisi de donner quelques informations avant que nous ne passions à la thématique principale, thématique que vous connaissez, et je vais vous expliquer pourquoi on va revenir sur cette thématique. Mais avant d'en arriver là, je vais commencer par vous faire un rappel. C'est cette date du 28 novembre 2024, date à laquelle le président de la République, lors de son message sur l'état de la nation, avait révélé aux Congolais et à l'opinion internationale qu'il ne fallait que 3 milliards au Congo pour payer une année de bourse et non les 9 milliards exigés par les services. Et il s'est posé la question de savoir si les 6 milliards qui représentaient le différentiel se dissipaient sans jamais laisser de traces. Les Congolais s'en sont saisis immédiatement et ils ont demandé que des dispositions soient prises pour que les responsables de ce qu'ils considèrent comme ce nouveau crime économique et financier, dans un contexte, dans une conjoncture difficile que le Congo connaît, puissent être traduits devant les tribunaux, devant la justice, pour qu'ils en répondent. Parce qu'il n'est pas normal que dans ce pays, il y ait autant de scandales économiques et financiers et qu'il n'y ait aucune réaction du point de vue de la justice, alors que la population croupit dans une misère et dans une souffrance indescriptible. Mais les Congolais attendent toujours. C'est vrai qu'après la réaction des Congolais, le Premier ministre avait déclaré qu'on mènerait une enquête administrative, mais les Congolais ont considéré la vision du Premier ministre pour une diversion, une volonté toujours de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Et nous osons espérer que nous allons en sortir. Dans tous les cas, nous suivons et nous rappelons au Premier ministre que les Congolais attendent la réaction et attendent que la justice puisse jouer son rôle. La deuxième information que je vais donner concerne un sujet sur lequel je suis aussi assez souvent revenu, la violation dans l'impunité totale des lois et règlements de la République. Nous avons déjà évoqué ce problème à plusieurs reprises. Nous avons été même amenés à vous dire que le président de la République du Congo était dans une situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. L'un des aspects étant qu'il ne peut pas être président d'un parti, notamment le Parti congolais du travail. Mais cette fois-ci, nous revenons sur un élément suffisamment important. C'est la déclaration du patrimoine. Et classiquement, le patrimoine, c'est défini comme un ensemble de biens et de dettes, d'obligations d'une personne. Et de manière générale, donc dans la conception d'Aubry-Hérault, le patrimoine, il est centré autour de deux idées fondatrices, deux idées principales. Première idée principale, le patrimoine, c'est une universalité de droit. Deuxième idée, le patrimoine est lié à la personne. Alors, premier élément, première idée, le patrimoine, c'est une universalité juridique, une universalité de droit. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on le rappelle, le patrimoine, c'est avant tout un ensemble dans lequel on trouve des biens, mais aussi des dettes. Autrement dit, qu'est-ce qu'on trouve dans le patrimoine? On trouve de l'actif, mais aussi du passif. L'actif, c'est quoi? Eh bien, l'actif, c'est tous les biens que l'on peut apprécier en argent. Et, à contrario, le passif, c'est les dettes. Mais qu'est-ce que cela veut dire que le patrimoine est une universalité de droit? Eh bien, cela veut dire que dans le patrimoine, l'actif répond au passif. Les deux sont liés. L'actif répond au passif.
Ensuite, cela veut également dire que les créanciers, donc les créanciers en fait, c'est ceux à qui on doit de l'argent, nous on est les débiteurs, les créanciers donc ceux à qui on doit de l'argent, ces créanciers-là peuvent se servir sur n'importe quel élément de notre actif, sur n'importe quel bien de notre patrimoine, parce qu'ils ont ce que l'on appelle le droit de gage général. Et enfin, le patrimoine peut être amené à évoluer dans le temps. En effet, le débiteur, donc le débiteur c'est celui qui doit, le débiteur est tenu de payer ses dettes à la fois sur ses biens présents, ses biens actuels, mais aussi sur ses biens à venir. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si en 2018, vous devez payer une dette de 100 000, mais hélas, vous n'avez rien dans votre patrimoine pour payer cette dette de 100 000. Cela va donc être compliqué de payer cette dette de 100 000. Par contre, admettons qu'en 2019, vous recevez une succession, vous recevez 200 000 euros. À ce moment-là, le créancier pourra venir saisir vos biens pour se faire payer, même si la dette date de 2018. Donc le patrimoine, il bouge, il fluctue. Deuxième élément central de la définition classique du patrimoine, c'est que le patrimoine est lié à la personne. Le patrimoine est une émanation de la personnalité. Cela va donc impliquer plusieurs conséquences. Première conséquence, seules les personnes, physiques ou morales d'ailleurs, seules les personnes juridiques ont un patrimoine. Eh bien, les choses comme un ordinateur, un téléphone, une maison, eh bien ces choses-là n'ont pas de patrimoine parce que le patrimoine est, dans la conception de Weyerhaeuser en tout cas, est indissociablement lié à la personne. Et donc pour avoir un patrimoine, il faut être une personne juridique. Deuxième conséquence, c'est que toutes les personnes ont un patrimoine. Cela veut dire qu'à partir du moment où l'on est une personne, on a forcément un patrimoine. Après, bien entendu, ce patrimoine peut être vide, mais on en a quand même un. Et nous y revenons parce que hier, il y a eu un conseil des ministres. Il y a presque à chaque conseil des ministres des nominations et jamais de déclaration de patrimoine, alors que c'est une obligation. Et je tiens à vous signaler également que lorsque on a nommé le dernier gouvernement d'Anatole Colinet-Makosso, aucun membre de ce gouvernement n'a daigné déclarer son patrimoine. Ce qui nous conforte dans la vision qui a toujours été la nôtre, à savoir que la déclaration du patrimoine est un problème pour les gouvernants congolais. Non seulement ils ne respectent pas la loi fondamentale, mais en plus, c'est le premier ministre Anatole Colinet-Makosso qui l'avait déclaré dans son programme d'action gouvernementale en disant qu'en dehors d'être une preuve de transparence, la déclaration de patrimoine est l'illustration de la bonne gouvernance, de la lutte contre l'enrichissement illicite et contre la corruption. À leur arrivée au palais de justice ce 25 octobre 2021, les ministres ont ressenti le poids de leur responsabilité d'État en accomplissant le devoir de déclaration des patrimoines devant la Cour suprême. Sérénité totale, c'est une obligation constitutionnelle, on vient remplir notre tâche. On est serein et on est devant une responsabilité, celle de bien vouloir indiquer le contenu de notre patrimoine. Cet acte juridique auquel ont été soumis les membres du gouvernement obéit à la loi numéro 4 du 7 février 2019, faisant obligation à tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique de déclarer ses biens. Tous les citoyens, gouvernants et gouvernés, sont soumis à la loi. Et c'est dans cela que ce qui se passe là, devant nous, acteurs et témoins de l'événement, n'est pas un fait anodin. Non. Au contraire, il s'agit d'un événement majeur qu'il est de l'intérêt de la nation de perpétuer. Le Premier ministre et sa suite, qui ont certifié leur patrimoine, affirment que c'est un engagement républicain. Et un engagement à la sincérité, à l'humilité, à la probité. C'est à cela que le peuple nous a astreint lorsque
il portait sur les fonds baptismaux la Constitution du 25 octobre 2015. Cette audience spéciale, dite publique, organisée dans une salle étroite, n'a pas permis à certains juristes d'assister à cette première déclaration des patrimoines dont les contenus restent confidentiels. Ça allait être assez intéressant de voir comment la Cour suprême allait organiser donc cette audience. Mais c'est vrai qu'en arrivant, l'audience n'est pas publique puisque c'est organisé dans une petite salle. On ne peut pas recevoir beaucoup de gens. Donc malheureusement, je n'aurai pas le plaisir d'assister à cette audience. Les dossiers de déclaration des patrimoines seront déposés au secrétariat du greffe de la Cour suprême. Des copies seront transmises au secrétariat général du gouvernement pour être publiées au journal officiel. Selon cette loi, si le déclarant n'a pas dit la vérité sur ses biens, il risque 5 à 10 ans d'emprisonnement et 1 à 50 millions d'amende. Comment ne pas, dans un pays comme celui-ci, c'est vrai qu'il y a souvent un paradoxe entre ce qui se dit et ce qui se fait. Mais comment comprendre que depuis 2002, aucun gouvernant, aucun acteur politique, aucun responsable administratif n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi? L'expérience faite avec Anatole Koliné-Makosso en 2021 n'aura pas respecté cette disposition, notamment l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015, qui dit clairement que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Les choses sont claires. Qu'est-ce qui explique, dans un environnement où il y a des gens, une petite minorité, qui s'est accaparée de l'essentiel de la richesse nationale, et la grande majorité croupit dans la misère et dans la souffrance? Mais au-delà de ça, un citoyen avait introduit un recours parce que ce qui s'était fait en 2021 n'était pas conforme aux dispositions de la Constitution. Cela a été révisé et il y a une loi qui a été prise. C'est la loi 15-2024 du 27 mai 2024. Et depuis, aucune déclaration du patrimoine. Ce qui veut dire qu'au moment où on parle des élections, on a une préoccupation réelle. Comment ces Congolais ne respectent pas les lois et règlements de la République? Et on peut se poser la question, comment des gens qui ne respectent pas les lois et règlements de la République veulent ou prétendent avoir ou poser des candidatures pour chercher à diriger le pays? Et quand ils dirigeront le pays, est-ce qu'ils respecteront le serment qu'ils auront prêté? C'est là toute la question. Et c'est une problématique sur laquelle nous reviendrons assez souvent. La troisième information que je tiens à donner, c'est que j'ai suivi hier lors du journal télévisé de Télé Congo, du grand journal de 20 heures, j'ai suivi une déclaration du directeur général des douanes qui m'a fait frémir. Et je me suis demandé où va le Congo. Je me suis demandé si les gouvernants se posaient cette question. Pourquoi? Mais parce que le directeur général des douanes a donné l'information sur la chaîne nationale de télévision en disant qu'au cours de l'année, je crois qu'il venait de s'écouler, le montant total des exonérations douanières s'élevait à 600 milliards de francs CFA. Notez bien, 600 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, les recettes douanières n'étaient que de 180 milliards de francs CFA. Mais c'est un peu de paradoxe. Et après, le Premier ministre va venir dire qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Pourquoi avoir choisi cette voie pratiquement de favoriser la fraude, de favoriser la corruption, soit disant qu'il existe des conventions? Mais moi, j'ai été directeur général de l'économie. Et je sais que par rapport à la charte des investissements, il y a des dispositions qui sont prévues pour qu'il y ait à chaque fois le contrôle au niveau des investissements et au niveau des ce qui a pu être accordé comme avantage par rapport au code des investissements. Je suis surpris que non seulement ce contrôle ne s'exerce pas, mais je découvre, avec beaucoup de stupéfaction, qu'il y a
comme le président dit, dissipation. Cette fois-ci, ce n'est pas de 6 milliards, mais c'est de 600 milliards. Et après, le Premier ministre Anatole Kouliné-Makossovo va venir nous dire, et c'est ce qu'il a répété encore hier au Sénat, il y a quelques jours plus tôt au Sénat, que le Congo n'a pas d'argent. On ne peut pas prendre en charge les questions des barrages. Mais enfin, on va y revenir. Au-delà de ça, la quatrième information sur laquelle je vais revenir, je vais essayer de m'appesantir un peu là-dessus. C'est cette situation qui est relative à la convention d'affermage qui venait d'être signée. Bon, pour laquelle je ne ferai pas trop de commentaires parce que je suis très heureux et j'avais donné notre point de vue là-dessus en disant qu'il fallait que les gouvernants actuels arrêtent cette vision de l'extraversion de la gestion et de la gouvernance de notre pays. Il faut que nous revenons à ce que nous ramenons les principaux centres de décision à l'intérieur du pays. Alors quand on voit l'exploitation minière, quand on voit l'exploitation forestière, quand on voit tout ça, actuellement, c'est géré et contrôlé par des centres de décision qui se situent à l'extérieur. Et vous savez bien, je ne vous surprends pas. Notre économie est fortement dépendante du pétrole. Et vous savez que les décisions en ce qui concerne le pétrole s'imposent à nous. Ce n'est pas nous qui les prenons. Et je crois qu'il faut regarder. Maintenant, le Premier ministre a présidé une réunion avec les syndicats, avec les autres acteurs, le ministre de la fonction publique, etc. Nous sommes heureux qu'ils aient décidé de marquer un statu quo, que l'on regarde. Mais lorsqu'on regarde cette situation, il faut bien qu'on sache que ce qui nous a permis de réagir, c'est la partie distribution et commercialisation. Mais dans la démarche qu'il faut suivre correctement. Et si on doit reprendre les débats, mais il faut commencer depuis le départ, c'est-à-dire depuis la production, arriver au niveau du transport et finir par la distribution et la commercialisation. C'est toute la chaîne qui doit être revue. Les chemins classiques de l'électricité suivent un circuit immuable, telle une rivière en un seul sens, des sites de production vers les clients, là où elle est consommée. L'électricité est générée dans des centrales de production, qu'elles soient nucléaires, hydrauliques, fossiles ou encore renouvelables. Les producteurs relèvent du domaine concurrentiel et viennent d'horizons divers en termes d'entreprises et même de pays. Cette électricité est ensuite évacuée sur le réseau de transport d'électricité géré par RTE. La très haute tension est supérieure à 50 000 volts, comprise entre 63 000 volts et 400 000 volts. Elle peut transiter sur des supports aériens, mais aussi dans des câbles en souterrain. La fée électricité arrive ensuite dans les postes sources, véritable frontière entre le réseau de transport et le réseau de distribution. Les postes sources sont équipés de transformateurs qui effectuent le changement de tension entre la très haute tension et la moyenne tension. Une puissance de plusieurs centaines de mégawatts peuvent être convertis dans ces installations, desservant ainsi jusqu'à plusieurs centaines de milliers de clients. Ainsi est déployée la moyenne tension ou HTA, qui est supérieure à 1000 volts, généralement égale à 15 000 volts ou 20 000 volts. Ce réseau peut également être aérien ou souterrain. Certains clients consommant beaucoup d'électricité, comme des industriels par exemple, sont directement alimentés par ce réseau HTA. Parallèlement, certains producteurs décentralisés comme des éoliennes ou des incinérateurs peuvent injecter de l'électricité jusqu'à concurrence de quelques mégawatts sur ce réseau HTA. L'électricité continue son petit bonhomme de chemin pour arriver au poste de distribution publique. Celui-ci est équipé de transformateurs qui transforment la moyenne tension en basse tension, de 50 kV jusqu'à 1000 kV. Ces postes peuvent donc alimenter plusieurs centaines de clients particuliers, aussi bien des immeubles que des maisons individuelles. L'électricité alimente ensuite le client final, qui peut être un appartement, une maison, une colonne montante dans un immeuble, mais aussi un petit artisan, une boulangerie, un collège ou une piscine. Et moi, je souhaite, et je demande, et j'exige des gouvernants, qu'ils prennent des dispositions pour que ce soit des centres de décision à l'intérieur du pays et non pas à l'extérieur du pays. Et il faut qu'on arrête avec cette vision des choses. C'est pour ça que j'en profite de cette situation, pour revenir sur un débat qui nous a pris quelque temps. Le premier débat, c'est celui de la gratuité de l'eau, de l'électricité, aux responsables politiques, aux responsables administratifs, etc. Tout ça. Mais il faut clarifier les choses.
Je crois que les gens ont même mal lu. Les gens ont même mal lu le décret sur lequel ils s'appuient, à savoir le décret de 1999, le décret 99-278, qui est pourtant très bien libellé, qui dit ceci: décret numéro 99-218 du 31 décembre 1999 relatif à la prise en charge par le budget de l'État, par la prise en charge par le budget de l'État des consommations d'eau, d'électricité et de téléphone de certains responsables politiques. Mais alors, comment on en est arrivé au niveau de l'interprétation d'un tel texte, à croire que la gratuité au sens du congolais signifiait le non-paiement des consommations d'eau et de l'électricité? Et c'est en ça que je suis convaincu. C'est pour ça que je reviens sur ce problème. Les gouvernants ont plongé nos entreprises d'État dans la crise, dans la faillite. Ils ont même contribué à ce que ces entreprises ne s'en sortent pas. Et il faut arrêter. Rien que pour un petit échantillon, on a vu que l'État, sinon ceux qui bénéficient de la gratuité encore, il faut vérifier que c'est véritablement tous ceux-là bénéficiaient de la gratuité. Rien que cet échantillon, ça s'élevait déjà à 18 milliards. Mais prenez, que l'État prévoit, que l'Assemblée nationale prévoit dans son budget lorsqu'il est adopté cette ligne qui doit permettre la prise en charge par l'Assemblée nationale. Les autres institutions doivent en faire de même. Ce n'est pas sérieux, ce qui se passe. Ce n'est pas sérieux. Et c'est pour ça qu'après avoir fait le commentaire sur ce décret de 1999, j'en viens au décret qui n'a jamais été publié au journal officiel, le décret 1037 de 2012, qui donne, fixant les rémunérations, les avantages des membres du gouvernement et autres. Est-ce qu'il est sérieux d'abord que l'on fixe les salaires au niveau où ils sont? Il faut reconnaître qu'ils sont très élevés. Ils sont très élevés dans un pays où le SMIC est à 70 400 maintenant. Mais en plus, on accorde une indemnité d'1,5 million au ministre tout court, de 2 millions au ministre d'État. Si je prends l'indemnité du ministre tout court, 1,5 million, elle est supérieure au salaire du président chinois, qui est d'1,05 million francs. Ça ne vous fait pas réfléchir. Elle est supérieure au salaire du premier ministre indien, qui est d'1,450 000 francs. Ça ne vous fait pas réfléchir. Est-ce que c'est normal? Elle est largement supérieure au salaire du fonctionnaire le plus gradé de... Non, ne faisons pas ça. Et en plus, lorsqu'on parle de la réduction du train de vie de l'État, et aujourd'hui les Congolais se rendent compte, et nous tenons à ce qu'ils prennent conscience de ça, les gouvernants ont choisi d'appauvrir l'État, de s'enrichir de façon illicite, de prendre cet argent, de le placer à l'extérieur, c'est-à-dire en fait de favoriser le développement des autres pays et non de notre propre pays, le Congo. Ce qui est extrêmement grave. Ce qui est extrêmement grave. Maintenant, il ne faut pas avoir honte de le dire. Mais nous connaissons déjà les cas qui sont connus dans le pays. Prenons le cas du FIGA, où il a été démontré clairement que les membres du gouvernement se servaient des budgets de ce genre de structure, mais pour financer leur campagne. Et lorsque cela a été mis à découvert, rien n'a été fait. Les gens continuent à laisser au gouvernement. Rien n'est fait. Souvenez-vous. Et on n'a toujours pas réglé ce problème. Les malversations financières au fonds de soutien à l'agriculture. Les gens ont pris de l'argent, mais n'ont jamais osé le rembourser. Et lorsque la direction générale de la surveillance du territoire a mené l'enquête, a fait le point, elle a promis que les gens seraient interpellés et présentés au parquet s'ils ne faisaient pas cette situation. Et puis, c'est le statu quo. On peut parler de 9 milliards. Donc, on se rend bien compte que dans la philosophie de la gouvernance des dirigeants congolais, c'est vraiment appauvrir l'État, appauvrir l'État, appauvrir les entreprises d'État, faire en sorte qu'eux, ils s'enrichissent énormément au détriment de l'État. Mais injecter à eux, caresser l'argent que vous leur devez. Alors, ce n'est pas la peine que les gens viennent me dire toutes les autorités du monde entier bénéficient de la gratuité. Non. Ce n'est pas la gratuité au sens où les dirigeants congolais le prennent.
à savoir qu'on a consommé, on ne fait rien, on ne paie pas l'argent à l'entreprise qui a produit, et on dit c'est notre entreprise, c'est nous-mêmes qui devons nous faire. Non! C'est le budget de l'État en ce qui concerne le gouvernement, en ce qui concerne les députés, c'est le budget de l'Assemblée, en ce qui concerne le Sénat, c'est le budget du Sénat. Mais sinon, vous avez suffisamment de gros salaires pour prendre en charge vos dépenses de maintenance d'Internet, etc. Et l'État ne devrait avoir pratiquement rien à dire. Donc, j'ai voulu d'entrer déjà, avant de rentrer dans la thématique principale d'aujourd'hui, évoquer ces situations pour qu'elles soient prises en compte, pour qu'elles soient suivies et que les gens ne soient pas du tout suivis. Maintenant, s'agissant de la thématique, vous devez vous poser la question, quelle est cette thématique que nous connaissons et qui va revenir en surface? La thématique d'aujourd'hui se pose en termes simples. Il s'agit de l'annulation pure et simple des accords que le Congo a signés avec le Rwanda. Et pourquoi nous revenons aujourd'hui sur cette thématique? Nous revenons aujourd'hui parce que nous avons eu l'occasion de suivre le passage du Premier ministre au niveau du Sénat lors de la dernière séance de questions orales au gouvernement, et où le Premier ministre s'est exprimé clairement aux sénateurs, en disant aux sénateurs, vous représentez le peuple, vous parlez en son nom. Et si vous dites non, là il parlait, s'agissant de la convention d'Afernal, si vous dites non, le gouvernement prendra date. Si vous dites non, le gouvernement prendra date. Et moi, dès que j'ai suivi cette émission, je me suis dit qu'il y a un problème qui se pose au Congo. Mais pourquoi le même Premier ministre n'a pas réagi de la même façon quand il s'est agi d'un problème aussi important que celui des terres? Et nous avons dit que les conflits créés à travers, sur la base des terres à travers le monde créent énormément de problèmes. Nous avons parlé de l'Ukraine, nous avons parlé de la Palestine, nous avons parlé de ce qui se passe tout près de nous, en RDC, avec les massacres que nous connaissons. Et moi, j'ai dit, nous avons dit qu'il fallait justement se saisir de cette occasion pour rappeler au gouvernement la situation en ce qui concernait les accords entre le Congo et le Rwanda. C'est pour ça que je vais me permettre de rappeler. En 2021 et en 2022, le Congo a signé une quinzaine d'accords avec le Rwanda. Parmi la quinzaine de ces accords, il y a 2 accords que je trouve extrêmement importants. Le premier, c'est l'accord sur la coopération militaire et technique, que nous devrions regarder avec attention maintenant, avec la situation qui se présente aujourd'hui en RDC. Et le deuxième accord, c'est l'accord de partenariat économique, de promotion et de protection des investissements. Donc, il y a ces 2 accords qui sont extrêmement importants. Nous tenons d'abord à dire que ces 2 accords n'ont jamais reçu l'autorisation de ratification par le Parlement. Et cette question nous préoccupe. J'ai l'accord militaire sous mes yeux, parce que le Premier ministre avait eu l'amabilité de nous le faire parvenir. Quand je dis nous, un certain nombre de responsables des partis politiques qui avions signé une déclaration. Et je ne suis pas militaire, mais lorsque je lis cet article 2, avec des aspects importants, comme ceux de l'échange de renseignements, comme ceux de l'organisation des exercices et manœuvres conjoints, tout ça. Je suis appelé à dire que nous serons en situation de cobelligérance s'il y a déclaration de guerre par le Rwanda. Et c'est très dangereux. Et nous sommes revenus assez régulièrement là-dessus. Mais au-delà de l'article 2, je peux aller à l'article 10 de cet accord. L'article 10 dit ceci, en ce qui concerne cet accord. En cas de force majeure, tout événement soudain et grave, imprévisible, irrésistible, indépendant de la volonté des parties
et affectant gravement l'une des parties, telles que crise politique majeure, guerre, catastrophe naturelle, les deux parties se rapprocheront pour décider du maintien, de la suspension ou de la résiliation du présent accord après examen consensuel de la situation dans le cadre d'une commission mixte extraordinaire. Vous voyez donc qu'il y a des points qui sont extrêmement importants. Mais aujourd'hui, la question que nous posons au Premier ministre, c'est bien que le Premier ministre dise devant le Sénat que si le peuple dit non, le gouvernement prend date. Mais, monsieur le Premier ministre, pourquoi vous n'avez pas pris date lorsqu'il s'agit des accords avec le Rwanda? Et pourtant, vous le savez. J'ai dit qu'on a signé 15 accords et je vais y revenir. Vous le savez et je vais dire pourquoi. Mais parce que lors d'une séance de questions orales au gouvernement, toujours avec le même Sénat, mais il a été constaté, il a été dit, et c'est le Premier ministre lui-même qui a dit qu'il n'y avait qu'un seul parlementaire qui avait soutenu le gouvernement dans la démarche, dans sa démarche de communication de ces accords. Et il le regrettait. Et nous lui avons dit quoi? Nous lui avons retourné en disant un parlementaire sur les 223 parlementaires que compte notre Parlement. C'est suffisamment clair puisqu'il dit bien que les sénateurs sont les représentants du peuple, qu'ils parlent au nom du peuple et que s'ils disent non, pas question, évidemment, le gouvernement prend date. Pourquoi le gouvernement n'a pas pris date en ce qui concerne cette situation? Et nous revenons là-dessus parce que la terre, au-delà de l'électricité, on ne peut pas avoir un débat sur l'électricité et sur l'eau si nous n'avons pas résolu le problème des terres. Les composantes de l'État. 3 choses à retenir. Vous avez le territoire, la population et la puissance publique qui sera composée de 2 éléments. D'abord, voyons le premier point qui est le territoire. Alors, qu'est-ce que le territoire? Le territoire, c'est une partie de l'espace géographique qui relève d'un État sur lequel vit une population et sur laquelle s'exerce l'autorité publique. Vous pouvez retenir par cœur cette définition. Alors, n'oubliez jamais, si vous devez parler des composantes de l'État et que vous parlez du territoire, de citer les 3 aspects du territoire. On a d'abord le territoire terrestre, c'est celui auquel on pense tout de suite. Ensuite, on a l'espace aérien, mais on a aussi l'espace maritime. Et c'est pour ça que je tiens à rappeler aux Congolais que lorsqu'il y a eu ce débat, nous tenons à rappeler aux Congolais que le gouvernement n'a pas été capable de répondre à plusieurs de nos questions. La première question à laquelle le gouvernement n'a pas pu répondre, c'est qui ment du Rwanda et du Congo? Pourquoi on a posé cette question? Mais parce qu'il est apparu clairement que le 27 juillet 2021, l'ambassadeur du Rwanda a rencontré le ministre congolais des Affaires foncières pour lui demander les titres fonciers pour les terres que le Congo avait données au Rwanda dans le cadre de la coopération sud-sud. Mais par la suite, on a découvert quoi? Par la suite, c'est le 30 mars 2024 que sur la chaîne nationale de télévision rwandaise, que l'on annonce qu'il y a une mission des membres du secteur privé rwandais qui sont venus visiter au Congo les 2 sites de terrain, dont la superficie cumulée fait 980 km², qui appartiennent désormais au Rwanda et qui vont faire l'objet de culture, du maïs, du soja, etc., de la part des Rwandais. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Tout démarre d'un rapprochement entre Congo et Rwanda avec ces rencontres entre les présidents Sassou et Kagame en 2022. Des accords cadres sont signés, tels que celui-ci. Il prévoit la possibilité de réaliser des contrats entre les 2 pays. Celui-ci a été signé entre les 2 ministres de la coopération internationale.
L'exploitation de terre serait donc le premier cas concret. Scandale sur place, les agriculteurs locaux ne veulent pas céder leurs parcelles au Rwanda. Nous sommes pas satisfaits si cette compagnie qui a envie de venir, c'est une compagnie rwandaise ou pas. Si c'est une compagnie rwandaise, on ne peut pas accepter. L'inquiétude grandit au point que les ministres se déplacent dans les émissions de télévision pour tenter des explications. Le chef de gouvernement lui-même se rend sur le terrain avec la presse. L'objectif est tout simplement de contrer l'idée que le Rwanda possède une partie du Congo. À quel moment aurions-nous signé des actes de cession ou de vente? On a beau expliquer, il n'en a pas été le cas. Tout le monde a voulu se convaincre de ce que le gouvernement avait signé, des actes de cession des terres dans les départements du Poul, de la Bouenza, du Niari. On a produit des documents. Preuve à l'appui. Personne n'a voulu le voir. Le problème, c'est que la société civile et les opposants demandent à consulter ces documents, ces preuves, sans résultat. Le gouvernement communique simplement sur une location de 20 ans pour ces terres, sans autre précision, et des voix s'élèvent pour dénoncer des irrégularités légales. Le problème, ce n'est pas le Rwanda. Le problème, c'est la légalité. Lorsque nous parlons de ces accords et que nous ne voulons pas de ces accords, c'est parce que ces accords n'ont pas, juridiquement parlant, un fondement solide. Parce que si je demande au Premier ministre le retrait de ces actes réglementaires illégaux, c'est tout simplement parce qu'il y a des actes qui ont été pris par le gouvernement qui ne sont pas en conformité avec la loi. À ce jour, au Congo, à notre connaissance, aucun contrat précisant les conditions d'exploitation des terres n'a été rendu public. Et les Congolais nous disent, donnez-nous les textes. Mais les textes, c'est vous qui les avez. Mais les Rwandais qui sont venus vous voir, l'ambassadeur, etc., excusez-moi l'expression, ils ne sont pas des fous. Après 4 ans d'exercice en République du Congo, l'ambassadeur du Rwanda est arrivé à la fin de sa mission. Comme l'exigent les usages diplomatiques en pareilles circonstances, Théoneste Mutsenda Chiaka a fait le mercredi ses adieux au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. L'occasion a permis au diplomate rwandais de faire le bilan de son passage en terre congolaise et partant de la coopération entre Kigali et Brazzaville. Pendant les 4 ans, les relations entre le Rwanda et le Congo sont vraiment excellentes. On a mis beaucoup d'efforts sur la diplomatie économique. On a parlé spécialement de 2 projets. De 2 projets qui sont en train d'être exécutés ici au Congo. Le parc industriel et commercial d'Omaruku. Je lui ai dit que ça avance très rapidement et que d'ici peu, il y aura des produits fabriqués ici au Congo, made in Congo, par la société de droit congolaise avec des capitaux rwandais, Mesfield. On a parlé aussi d'un projet très important pour le Congo, qui va produire beaucoup d'emplois, le projet de la culture de ricin, pour faire l'huile de ricin et faire le biocarburant. C'est un projet que, encore une fois, Mesfield fait avec la société Eni. Nous allons commencer à cultiver d'ici peu à Obavir, dans la Bouenza, 3000 hectares, mais ça va continuer sur beaucoup d'hectares. Et nous allons aussi faire le ricin villageois là où la population congolaise va cultiver le ricin et nous allons signer un contrat d'achat de tout le ricin qu'ils vont produire. Un ambassadeur rwandais s'en va, un autre va lui succéder dans les prochains jours. Au-delà de ces affectations, la coopération entre Kigali et Brazzaville restera marquée du sceau de la continuité, a indiqué Théoneste Mutsenda Chiaka. Le dossier que je vais laisser sur la table à mon successeur, c'est de continuer à cimenter les relations diplomatiques entre nos 2 pays et de continuer à mobiliser les investisseurs rwandais à venir investir ici et surtout les investisseurs congolais à aussi venir investir au Rwanda. La chaîne de télévision rwandaise qui a sorti ça, et je crois que les Congolais peuvent toujours prendre du plaisir à voir ça, à revoir ça régulièrement. Et nous avons compris. Et c'est pour ça que très tôt, nous avons dit que dans cette affaire, il y avait un agenda caché. Et c'est pour ça que nous continuons à croire, à partir du constat que nous faisons, qu'il y a toujours un agenda caché. Le deuxième aspect que nous avons soulevé, pour lequel le gouvernement n'a pas pu apporter les réponses, sur la base
De quels critères? Et sur la base de quelles études? Les sites choisis pour localiser les fameux Rwandais ne se situaient que dans la partie sud du Congo, qui ne couvre que 106 000 km² sur les 342 000 km² que compte le Congo. On n'a jamais eu de réponse. Mais curieusement, les sites ont été choisis à des endroits névralgiques, frontaliers à la fois avec la République démocratique du Congo et l'Angola. Ce qui, de notre point de vue, posait des problèmes à la fois géopolitiques et géostratégiques. Et il faut même noter que la plupart de ces sites se trouvaient le long de notre chemin de fer, ce que nous considérons comme un risque qu'on ne devrait pas du tout prendre. Le troisième aspect que nous avons évoqué, pourquoi avoir choisi sans appel d'offres le Rwanda, qui ne fait pas partie du top 10 des pays agricoles africains, mais qui en plus n'a aucune expérience avérée en matière de culture du ricin. Et nous avons entendu dire que la culture du ricin était une culture extrêmement dangereuse en ce qui concernait la toxicité et que c'était une culture qui appauvrissait terriblement les sols. C'est un poison qui est tellement mortel, mais également tellement accessible que plusieurs experts en sécurité internationale ont craint pendant un moment qu'il devienne le fer de lance d'une nouvelle guerre bactériologique destructrice. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, je vous parle de la ricine, le poison de la ricine. La ricine, à la base, c'est un poison biologique dérivé d'une toxine qu'on retrouve à l'état naturel dans les graines d'un arbuste tropical, le ricin commun, une plante que certains appellent aussi Palma Christi. Mais pourquoi donc? Ben, parce que, par analogie, certains ont vu dans ces feuilles immenses une ressemblance avec la main du Christ. On remonte à l'année 1888. Le microbiologiste allemand Peter Hermann Stillmark expérimente avec les résidus provenant de la fabrication d'huile de ricin, ce qu'on appelle à tort l'huile de castor, ce qui est un super laxatif à l'époque. Au bout du processus, Stillmark obtient une poudre blanche à première vue qui est inoffensive. Mais ce nouveau poison est d'une incroyable toxicité. Pour vous donner une idée, la ricine est 6000 fois plus toxique que le cyanure. Des tests menés en laboratoire sur des animaux, malheureusement, ont permis de déterminer que ça en prend pas beaucoup pour tuer un humain. En fait, on parle d'une quantité équivalente à ceci, ça, comme ça. Ouais. Vous voyez rien? Rien? Ben, c'est parce que c'est parfaitement normal, parce qu'on parle de seulement 3 mg. Ouais, 3 mg suffisent à tuer toute personne qui en aurait respiré. Ça, pour vous donner des mesures, c'est 0,0006 cuillerées à thé. Puis comme si c'était pas déjà assez terrifiant de même, la ricine peut entrer dans l'organisme d'une potentielle victime non seulement par voie respiratoire, mais aussi par ingestion, voire même injection, comme c'est soluble dans l'eau, bien sûr. Et on s'entend que rendu là, c'est pas un accident. Oh que non. De la ricine, ça s'achète ni au dépanneur ni à la pharmacie du coin. Donc, concrètement, ce poison-là agit sur l'organisme en bloquant la production de protéines au niveau cellulaire. Les cellules meurent et ça provoque chez l'individu toutes sortes de symptômes comme la fièvre, la nausée, les difficultés respiratoires et ça peut même culminer dans la mort. Comment on a pu en arriver là? Mais l'autre point, parce qu'ils sont extrêmement nombreux, l'autre point que nous soulevons, est-ce qu'on peut faire le choix d'utiliser nos terres pour permettre au Rwanda de se procurer les ressources financières, tant à partir de notre agriculture qu'à partir de l'exploitation minière, forestière et autres, pour continuer la guerre en RDC et continuer à perpétrer les massacres tels que nous les avons vus. Et je vous assure, quand on les voit, c'est une situation extrêmement pénible à vivre. Envoyée spéciale à Kinshasa, Catherine Norris-Trent.
Les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont adopté à l'unanimité une résolution condamnant fermement l'offensive de l'M23 dans l'est de la RDC et demandant au Rwanda de cesser de soutenir les rebelles et de retirer ses troupes immédiatement et sans condition préalable de la zone. C'est la première fois que le Conseil vise directement Kigali, une victoire diplomatique en quelque sorte pour le gouvernement congolais qui, depuis des semaines, appelle la communauté internationale à l'aide. Cependant, cette résolution, rédigée par la France, ne prévoit pas pour l'instant de sanctions. Pour sa part, le Rwanda nie soutenir la M23 et son représentant a évoqué, et je cite, des pressions regrettables exercées sur les pays africains siégeant au Conseil de sécurité. Ce groupe, le A3+, a bien voté pour la résolution, soulignant que les actions de l'M23 menacent la souveraineté de la RDC et éloignent la possibilité de dialogue. Sur le terrain, dans l'Est congolais, la M23 a continué son offensive ces derniers jours en direction du territoire de Lubero, au nord de Goma, et d'Uvira, dans le sud Kivu. Mais la situation reste très floue. Les conditions humanitaires deviennent par ailleurs de plus en plus précaires pour la population dans la zone. Des habitants de Goma constatent que le manque d'argent liquide continue de faire monter le taux d'échange et les prix des denrées alimentaires sur les marchés augmentent. Et le dernier point que nous avons évoqué, que j'évoque, et nous évoquons sur ce point, c'est de dire, mais est-ce que les gouvernants ne connaissent pas quels sont les conflits à travers le monde qui ont été créés par les problèmes des terres? Je le disais d'entrée de jeu, prenez la Palestine, prenez l'Ukraine, prenez la RDC, et les exemples sont extrêmement nombreux. Est-ce que nous pouvons nous enfoncer? C'est pour ça que j'ai tenu à rappeler la situation. Et c'est pour ça que j'ai tenu à rappeler que les Congolais, tant de l'extérieur que de l'intérieur, avaient dit non à la vente des terres, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda, oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Et nous nous sommes permis ces jours-ci d'entreprendre une démarche auprès du Premier ministre sur la base des éléments que le Premier ministre lui-même nous a fournis pour demander au Premier ministre de mettre fin à l'autorisation express du ranch de Matsangi, qui avait, semble-t-il, été alloué à la société Eleveco Congo, sur la base des éléments qu'il avait, puisque le constat a été fait, que ça avait été mis en sous-location, en violation flagrante des dispositions des textes en vigueur. Et ensuite, nous avons demandé au Premier ministre de déclarer la caducité des autorisations provisoires d'occuper. Puisque la preuve a été faite, nous avons fait un tableau et le Premier ministre lui-même avait déclaré qu'on attendait, qu'on observait jusqu'au 8 décembre 2024 et nous avons eu l'heureuse chance de suivre la déclaration de l'ambassadeur rwandais le 15 janvier au sortir de l'audience que le président de la République lui avait accordée pour nous rendre compte qu'effectivement, les diligences n'avaient pas été exécutées et que de ce fait, les autorisations provisoires d'occuper devraient être annulées. C'est en ça que nous revenons sur la question. Mais quand nous revenons sur la question que nous faisons ce rappel, nous revenons pour examiner un peu le contexte actuel. Quel est le contexte actuel? Le contexte actuel est celui de la situation où la République démocratique du Congo est agressée par le M23, soutenu par les forces de défense rwandaises. Est-ce que c'est normal? Et quelle est la position du Congo? J'aimerais bien connaître le Congo, la position du Congo, parce que je suis surpris que même en termes d'information, le Congo n'ose même pas parler de ce qui se passe de l'autre rive du Congo, alors que Brazzaville et Kinshasa sont les deux capitales les plus rapprochées. Comment comprendre qu'on censure même l'information pour que les Congolais soient informés sur ce qui se passe de l'autre côté? C'est inacceptable. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les choses sont claires. Que ce soit au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit au niveau des États-Unis, que ce soit au niveau du Royaume-Uni,
et que ce soit au niveau de l'Union africaine à travers sa commission paix et sécurité, les choses sont claires. Il est inacceptable. On ne peut pas accepter la violation du territoire. On ne peut pas accepter la violation de la souveraineté nationale. Et le Conseil national de sécurité a demandé, tout comme l'Union européenne, etc., ont demandé au M23 d'arrêter son offensive. Ont demandé aux troupes rwandaises de quitter le territoire de la RDC. Et pendant ce temps, nous, voisins, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous disons? À plusieurs niveaux, au plan diplomatique, les gens pensaient que la solution qui devait être trouvée n'était pas une solution militaire, mais ça devait être une situation politique et diplomatique. Et beaucoup de voix se sont élevées pour souhaiter que l'on soutienne les processus tant de Luanda que les processus de Nairobi. Mais quand je m'adresse au gouvernement congolais, je leur demande de méditer, de réfléchir un peu sur cet accord qui va être réexaminé, qui a été signé entre l'Union européenne et le Rwanda pour la fourniture des minéraux que le Rwanda ne dispose pas sur son territoire. Et l'Union européenne sait que le Rwanda ne dispose pas de ces minéraux. C'est une situation extrêmement préoccupante. Une situation extrêmement préoccupante. On peut ajouter que les États-Unis déjà ont déjà commencé à prendre des mesures à l'endroit des responsables, des hautes personnalités, tant du Rwanda que de l'Alliance Fleuve Congo. Et ces sanctions peuvent continuer. Les Nations Unies ont déjà pris une partie des sanctions en suspendant les aides financières, etc. Mais le Royaume-Uni a promis encore d'examiner avec d'autres partenaires la possibilité d'infliger des sanctions. Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyonso bozui libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo. En tout cas ezoyinda chaque jour Rwanda abandaki malamu azo progresser bazo sepela maintenant eyindeli bango na ndenge ya mabe. États-Unis a sanctionné, Union européenne a sanctionné, Belgique a sanctionné et lelo Grande-Bretagne azeli kutute alobite na ozelate mais il faut sanctionner. Grande-Bretagne a un partenaire yamakasi par partenaire mais elle même États-Unis par rapport ya soutien na Rwanda. Muto avant si régime à Kigali c'est la Grande-Bretagne. Vous voyez? Donc la Grande-Bretagne a une influence makasi sur les Rwandais. Et aujourd'hui, Grande-Bretagne est derrière la RDC. Basé en mesure moko très importante. 1. La Grande-Bretagne a suspendu son aide bilatérale directe au Rwanda. Aide bilatérale directe au Rwanda, il a à peu près 1 milliard de dollars. L'Union africaine insiste beaucoup sur le respect de la souveraineté nationale, sur le respect de l'intégrité du territoire. Où en sommes-nous? Pourquoi nous en sommes arrivés là? Et c'est pour ça que, je ne dis pas que j'arrête, mais c'est pour ça que je pose la question au Premier ministre. Pourquoi l'annulation des accords avec le Rwanda et le Congo n'avait pas fait l'objet d'une attention particulière des gouvernants du Congo pour dire, les Congolais ont dit non, nous prenons date. C'est ce qu'il fallait faire. Enfin, il est souvent dit, il vaut mieux tard que jamais. Et je crois, mais je dis en la matière. Nous autres, nous avons choisi de soutenir le peuple de la République démocratique du Congo. Et quand vous voyez les événements qui se déroulent sur ces territoires, rien que les événements qui se sont déroulés à partir du 26 janvier, qui ont permis l'occupation par le M23 et les troupes rwandaises de Goma, du Nord Kivu et du Sud Kivu avec Bukavu. Mais regardez le bilan. 3000 morts, 2880 blessés, 500 000 déplacés. Est-ce que c'est sérieux que nous soyons silencieux? Et on dit, dans un adage africain,
Lorsque la maison du voisin brûle, mais il faut se précipiter à prendre l'eau pour éteindre le feu. Parce que demain, si ça vous arrive, il n'est pas bon que le voisin observe une indifférence totale à votre endroit. Et après, on ne peut pas se dire frère. Et je me rappelle de cette déclaration du président Tshisekedi, je crois qu'il a même fait ici à Brazzaville, à l'occasion d'un des sommets, je crois, des 3 bassins, lorsqu'il avait dit qu'on ne peut pas se dire frère et se faire poignarder par le dos. Je crois qu'il faut retenir cette attention. Mais au-delà de ça, après avoir fait un peu cet aperçu au plan international, qui est clair, au plan international, c'est clair. Nous revenons un peu au Congo. Nous revenons au Congo, pourquoi? Mais parce que nous avons été préoccupés, et nous l'avons déjà dit au cours d'une émission, par les nouvelles déclarations de Laurent Sokoko. En fait, à travers ces déclarations, qu'est-ce que Laurent Sokoko nous a révélé? Laurent Sokoko nous a révélé. Et c'était des informations qui devaient être vérifiées par nos services de sécurité, tellement ils sont sérieuses, tellement ils sont graves. Laurent Sokoko avait révélé à travers ces vidéos qu'il y avait 9000 militaires rwandais avec des éléments du M23 qui occupaient les forêts de la Samba, profitant de l'exploitation minière par le Rwanda, de la mine, je crois, d'or de Tangamudjoku. Nous l'avons suivi. Et Laurent Sokoko a continué. Il a dit que l'aéroport de Wando, je crois qu'il s'est trompé, il devait certainement parler de Lombo. L'aéroport de Wando avait été transformé en un aéroport d'accueil des mercenaires et des troupes étrangères. Que le Congo était pris comme le point où on organisait l'encerclement de la RDC pour qu'on puisse déclencher les hostilités à l'ouest du pays pour pratiquement... Oh, je dois dire que il faut que nous clarifions ces choses-là. Il faut que nous... Les frères de la RDC sont nos voisins. Nous avons des rapports historiques, des rapports séculaires. Nous sommes unis par l'histoire, par la culture, par un certain nombre de choses. Et nous ne pouvons pas, à mon avis, essayer de suivre avec indifférence cette situation. Mais pour aller toujours dans la situation du Congo-Brazzaville, le 18 février, donc peu de jours après qu'on ait suivi les vidéos de Laurent Sokoko sur les réseaux sociaux, on a découvert sur les mêmes réseaux sociaux des vidéos faites par des leaders d'opinion de la RDC qui annonçaient clairement qu'il y avait une tentative de déstabilisation de Kinshasa, qu'il y avait un coup d'État qui était en préparation, que des éléments rwandais avaient été arrêtés à Kinshasa et il y en avait plus d'une centaine qui, semble-t-il, étaient parqués dans un stade. Et ils ont bien parlé de l'implication du Congo-Brazzaville dans cette situation. Et j'interpelle, j'exhorte nos gouvernements. On ne peut pas parler de la paix à l'intérieur du pays et ne pas préserver la paix avec nos voisins immédiats. Ce n'est pas la vraie paix, ça. Et lorsqu'on parle de paix au Congo, il ne faut pas croire que la paix, c'est l'absence des armes, l'absence des crépitements des armes. Non. Et cette affaire, non seulement les révélations de Sokoko, parce que Sokoko lui-même ajoute qu'il y a des militaires dans ce que l'on appelle la zone économique spéciale de Maluku. Regardez la distance avec la RDC. Et nous avons toujours insisté. Nous l'avons soulevé quand nous avons parlé de l'accord militaire et technique. Le Congo ne peut pas se retrouver dans une situation de belligérance. Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation de belligérance. C'est pour ça que nous exhortons nos dirigeants à prendre les dispositions. Et moi, j'ai été très heureux, quand j'ai suivi le passage du gouvernement devant le Sénat et que j'ai suivi le Premier ministre dire aux sénateurs, vous êtes les représentants du peuple, vous parlez en leur nom. Si vous dites pas question, il parlait là de la convention d'affermage. Mais le gouvernement prendra date. Et la question que je me suis posée, pourquoi en ce qui concerne le problème important des terres, le gouvernement n'a pas pris date? Et c'est pour ça que nous revenons aujourd'hui. Au vu de cette importance, de l'importance de ce problème, non pas seulement pour nous, mais y compris pour les générations futures.
qu'il fallait que nous relançons le débat sur cette question. Et nous disons au gouvernement que le débat n'est pas clos. Et nous continuerons à faire pression, à exiger. Et je fais d'ailleurs une remarque. S'agissant de la convention d'affermage, le gouvernement réagit rapidement. Peut-être parce qu'il y a eu une forte mobilisation des travailleurs de EKRC à l'intérieur de leur entreprise. Peut-être que ce qui a manqué aux Congolais, et c'est un signal qui est donné aux Congolais, pour dire, Congolais, regardez, vous vous êtes prononcé pour l'annulation pure et simple de ces accords, mais vous n'avez pas manifesté dans la rue. Vous n'avez pas donné la preuve à travers une mobilisation de votre rapport de force, de votre capacité de mobiliser pour exprimer votre point de vue. Mais regardez ce qui s'est passé avec EKRC. La mobilisation, avec la promesse faite par les travailleurs de EKRC, de plonger tout le pays dans le noir. Et ça a entraîné rapidement. Et le Premier ministre convoque une réunion. Et qu'au cours de cette réunion, on ait pris la décision d'observer le statu quo et de faire en sorte que les nouvelles voies soient vues. Maintenant, s'agissant de la convention d'affermage et de la décision qui a été prise, j'ai suivi les syndicalistes dire la victoire. Je dis non, ce n'est pas encore la victoire. La victoire pour moi sur ce problème, c'est lorsque nous aurons réglé fondamentalement les problèmes, pas seulement au niveau de la distribution et de la commercialisation du courant, mais depuis la production, depuis le transport jusque la distribution et la commercialisation. Et que nous fassions en sorte que nous exprimons véritablement la souveraineté de notre pays sur cette situation. Il faut que le Congo mette tout en œuvre pour considérer le problème du contrôle de l'électricité, le problème du contrôle de l'eau, comme un problème de souveraineté. Et quand on va évoquer les différentes hypothèses, etc., rechercher les cadres compétents congolais qui sont à travers le monde, lancer des appels d'offres, je suis sûr qu'on les trouvera. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de cadres congolais compétents qui peuvent venir et qui peuvent agir pour le redressement, non seulement de EKRC, mais qui peuvent agir. Et j'ai entendu le Premier ministre dire, et ça m'a attristé, le Premier ministre dit, on n'a pas l'argent pour réviser le barrage du Djoué, on n'a pas l'argent pour réviser. Quel argent on n'a pas? Mais les milliards qui sont dans vos comptes et dans les paradis fiscaux, depuis quand c'est devenu votre propriété? Mais c'est parce que vous avez volé, parce que vous avez détourné justement, qu'on s'est retrouvé dans la situation où on n'a plus d'argent pour entretenir nos infrastructures. On a constaté le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, si vous avez les ministres qui ont failli, mais demandez leur départ auprès du président de la République. 5 minutes, oui, monsieur le Président, s'il vous plaît, je vous en prie, vous avez arrêté mes gars, j'en ai qu'une seule, mais laissez-moi sur ça. C'est dramatique. Quelles sont les perspectives pour comment l'espoir que le président, en parlant des accords avec le FMI, d'ici à ça, surtout qu'ils sont venus ici, ils sont venus nous ont ouvert une session budgétaire, sans gouvernement, sans un peu pas d'approche. C'est une première dans l'histoire du Congo. Donc c'est ici, voici les mesures, voici ce qu'on va aboutir. Mais nous sommes très gentils, nous vous recevons avec 5 mois sans salaire. Nous vous recevons 5 mois sans salaire, derrière nous les attachés, les conseillers, jusqu'au bataillon qu'on gère dans les quartiers. Donc, soyons sérieux parce que nous devons, ici, le président a dit, il y a des grandes lignes, et son gouvernement le met maintenant en pratique. Je reviens sur le point, et ça c'est là où je prends la question qui est déposée, au ministre de la Belgique du territoire, oui. Je voulais vous entendre, monsieur le ministre, quand vous avez parlé du contrat sur l'entreprise de tonnage, non, je voulais vous entendre que vous avez signé un contrat pour l'aménagement des 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas. Mais d'ici, oui. Nyanya soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye oyibaka awa. Il faut que les choses soient claires.
Et il faut que le Premier ministre arrête de tenir ce discours. Il faut qu'il sache et qu'il choque les Congolais quand il tient ce discours. Parce que les Congolais savent qu'il y a 14 000 milliards d'excédents budgétaires pour lesquels le gouvernement n'ose jamais parler. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avons faim. On a de l'argent derrière la maison, mais pourquoi ne pas aller le chercher? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'aller chercher cet argent-là pour nous soulager aujourd'hui? Mais les généraux futurs dont on parle, aujourd'hui vous avez un enfant de 10 ans qui doit aller à l'école. Mais vous, les parents, vous ne pouvez pas l'aider à aller à l'école. Vous voyez que c'est un enfant qui sera sacrifié? Que oui, au début des années 2010, l'État congolais a créé à la Banque centrale un compte pour les générations futures, un compte de réserve pour les générations futures, qui a été principalement alimenté par les excédents que nous avions enregistrés dans l'exécution des lois de finances, précisément du budget de l'État, pour utiliser un terme connu de tous. Les Congolais savent qu'il y a 160 milliards détournés au ministère de la Santé et de la fonction publique entre 2020 et 2022. Les Congolais savent qu'il y a eu des scandales au niveau du FIGA. Ça a été prouvé. Une membre du gouvernement a utilisé l'argent du FIGA pour financer sa campagne électorale. Et je suis sûr que bientôt, la campagne approche, ils vont aller plonger. Parce que là, on voit, quand on parle de ECAREC, on voit que les factures impayées. Mais si on fait l'audit de ECAREC, je vous assure, on va découvrir l'argent qui est distribué aux membres du clan. Il faut qu'on y aille. Et j'exhorte le président de la République à agir pour la remise en cause, parce qu'il a plongé, pour le peu de temps qui lui reste, jusqu'à la fin de son mandat, jusqu'au 16 avril 2026, j'exhorte le chef de l'État à tout mettre en œuvre pour une remise en cause fondamentale. Et il faut que le chef de l'État se rende compte que les Congolais ont bien intériorisé ce qu'il a dit en mars 2024 devant au Conseil supérieur de la magistrature, à savoir, le verre est dans le fruit. Il est véritablement dans le fruit. Il nous faut le détruire. Et on se rend compte qu'on n'arrive pas à détruire le verre. Parce que la situation qui a été dénoncée au niveau de ECAREC, c'est pratiquement dans cette même situation que se retrouvent la plupart des structures de notre portefeuille d'État. Et ce n'est pas normal. Et je rappelle, notamment à l'attention du président de la République, puisque c'est un membre fondateur du Parti congolais du travail, je rappelle au président de la République en tant que membre fondateur du Parti congolais du travail, qu'après l'expérience de la création des entreprises par le président Alphonse Massamba Deba dans la période 1963-1968, la création d'un puissant secteur d'État n'avait pas un autre objectif que d'enrichir l'État pour permettre à l'État de prendre en charge les problèmes d'emploi, les problèmes des conditions de vie des Congolais. Mais ça n'avait pas pour objectif d'enrichir une petite minorité qui se permet non seulement de voler, de détourner, mais de placer cet argent dans les paradis fiscaux, de placer cet argent dans les pays étrangers, c'est-à-dire de contribuer au développement des autres pays et ensuite de venir dire aux Congolais le projet de société, c'est ensemble poursuivant. Quelle est la marche que vous voulez suivre? Non, vous avez choisi de continuer la marche vers la ruine, pas vers le développement. Le Congo est loin de se développer avec les pratiques et la gouvernance actuelle du gouvernement. Alors, j'ai vu quand le président du Sénat a clôturé la session, mais cette bonne ambiance ne veut absolument rien dire. Il faut que le président du Sénat, avec le Premier ministre, que les Congolais souffrent. Ils souffrent du fait de leur mauvaise gouvernance. Et il faut que ce soit su. Il faut que ce soit su. Et j'ose espérer que la prochaine élection donnera l'occasion pour qu'il y ait des joutes oratoires qui permettent aux Congolais de faire le choix. Mais pas la diversion qu'on fait avec les cérémonies du type le patriarche, c'est-à-dire qu'on rassemble des gens pour leur dire venez voter pour nous, mais en fait nous quand on sera là, nous allons continuer notre enrichissement et on va continuer à vous enfoncer dans la misère, dans la souffrance, on va vous enfoncer dans le chômage, etc. Et vous n'aurez pas de suite. Donc c'est sûr ça. Et j'en profite pour terminer sur ce point, parce qu'il m'est revenu. Mais on va y revenir au cours du
vu l'une de nos prochaines émissions, il m'est revenu que dans certaines localités, dans certains départements, en termes de gouvernance électorale, on a déjà commencé des opérations de révision extraordinaire des listes. Mais vous savez que cette opération ne permet pas d'avoir la maîtrise du corps électoral et d'aller à la fiabilité des listes. Vous le savez. Vous savez que vous misez sur le recensement. Mais si le recensement a échoué, reconnaissez d'abord qu'il a échoué. Et ensuite, voyons, vous regardez qu'est-ce qui peut être fait. Mais ne pensez pas que les pratiques anciennes que vous avez utilisées, et n'oubliez pas que les Congolais comme ont retenu ce que vous avez dit sous le président Lissouba. Quand David Charles Ganao a pris la décision de faire en sorte que son gouvernement organise l'élection présidentielle de 1997, qu'est-ce que le PCT ne lui a pas dit? On lui a dit qu'un démocrate sincère ne peut pas avoir peur d'une commission électorale véritablement indépendante. Et on lui a dit qu'on savait que le président Lissouba avait mis en place un système en se basant sur le fait qu'on ne perd pas une organisation, une élection qu'on organise. Et le PCT a récupéré ça. Mais ne croyez pas, les Congolais souffrent. Et cette fois-ci, je souhaite que les Congolais, ils ont vu ce qui s'est passé à Ikarécé. Et j'invite les Congolais, pour la défense de nos droits, pour la défense de nos intérêts, que nous nous préparons à nous mettre debout et à ne plus accepter n'importe quoi dans ce pays. Donc, chers téléspectateurs, avant de terminer l'émission, je vous dirais que je suis extrêmement préoccupé. J'ai suivi avec grand intérêt la séance de questions orales au gouvernement au niveau du Sénat. J'ai surtout retenu ce que le Premier ministre a dit et je souhaite que les Congolais le retiennent. En s'adressant aux sénateurs, il a dit, vous êtes les représentants du peuple. Vous parlez au nom du peuple. Et si pour la convention d'affermage, vous dites pas question, si vous dites non, le gouvernement prendra date. C'est ce qu'il faut faire. Mais si le gouvernement a pris date en ce qui concerne la convention d'affermage, il n'y a pas de raison que le gouvernement ne prenne pas date en ce qui concerne le problème de l'annulation pure et simple des accords qu'on a signés avec le Rwanda. Dans tous les cas, aujourd'hui, les prouver à travers le monde, que le Rwanda est dans une vision. Et les hommes qui veulent de la paix, qui veulent du développement dans un pays comme le nôtre, ne souhaitent pas avoir comme relation, soit au plan de l'armée, soit au plan de l'agriculture. Nous n'en voulons pas du tout. Et je crois que les Congolais retiendront ce que nous aurions dit. Donc, chers téléspectateurs, c'est par là que je termine notre émission. Et je vous donne rendez-vous au prochain samedi, qui sera, je crois, le samedi 8 mars. Ça sera la journée de la femme. Est-ce que nous aurons un thème lié à cette question? Nous n'en savons rien, mais nous aurons peut-être un thème qui est lié toujours à l'intérêt de la nation. Donc, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous au 8 mars 2025, tout en sachant que le 8 mars 2025, nous sommes à 1 an, 1 semaine de la tenue de la prochaine élection présidentielle. Je ne pense qu'en est trop. Donc, à bientôt. Et je vous souhaite bien de choses à vous. Merci.